Bienvenue à la séance de clôture de la conférence de l'Union pour la Méditerranée sur l'accélération de l'égalité de genre dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Je suis Aurélie Savert et je vais modérer cette séance où nous allons partager les principales conclusions de ces derniers jours. Mais tout d'abord, nous allons lancer une vidéo de nos partenaires de différentes organisations internationales. Toute la version des messages enregistrés sera également projeté sur la plateforme virtuelle et ils seront disponibles pendant un mois après la fin du congrès si jamais vous voulez les voir. Nous allons maintenant écouter Suzanne Elhagen de UM Women de la région des États arabes, Sarah Poole, directrice du bureau régional pour les États arabes PNUD, Pedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, et Placido Plaza, secrétaire général de SIAM. Nous allons les écouter maintenant. Et Placido Plaza, secrétaire général de SIAM. Ce que nous devons faire maintenant, c'est essayer de trouver des solutions sur le long terme. Ceci inclut les lois du travail pour les femmes. Ceci comprend également améliorer la prévention et les mécanismes de réponse contre la violence de genre. Ceci veut dire également renforcer l'économie des soins et ceci veut dire également avoir un secteur privé qui soit responsable. Ceci n'est pas impossible, mais c'est des besoins très urgents. Au nom de UN Women, je vous souhaite une discussion très intéressante. J'espère qu'elle portera beaucoup de fruits. J'espère que nous verrons l'apparition de perspectives innovantes qui nous permettra de nous récupérer sur la base d'une économie plus soutenable et plus résiliente qui ne laisse personne arrière. La pandémie nous permet de faire les choses différemment afin de transformer les modèles socio-économiques existants pour renouveler le contrat social qui met l'accent sur la justice et l'égalité entre les genres. Nous devons placer les femmes au centre et pour cela le PNUD souhaite renforcer la protection sociale et très profite de la technologie numérique pour soutenir le progrès des femmes et des jeunes filles maintenant et à l'avenir. Excellences, chers collègues et amis. Je souhaite remercier l'Union pour la Méditerranée pour m'avoir invité aujourd'hui. La pandémie de la COVID-19 a eu un impact dévastateur sur la vie des femmes dans le monde entier. Il a exacerbé des inégalités de genre existantes et la violence contre les femmes a augmenté. Elle a également poussé des millions de femmes et de filles dans la pauvreté extrême. La pandémie a augmenté l'anxiété, le stress et l'isolement social. Et il y a à chaque fois plus de demandes d'aide le besoin pour les services mentaux. Les services ont été interrompues, les services sanitaires, y compris la santé reproductive. Plus que jamais, la santé physique et mentale des femmes est sous une pression très forte. Elles dépendent des systèmes de protection et sanitaire, mais souvent les systèmes sanitaires ne reflètent pas en équilibre. Société. Les systèmes sont plus forts si les femmes ont la possibilité de parler dans les plans de santé, dans les politiques et dans les structures. C'est pour cela que l'OMS travaille avec les pays pour faire en sorte que les politiques tiennent compte de l'égalité des sexes. Nous allons continuer à travailler, à faire le suivi de l'accès des femmes aux services sanitaires. Nous allons continuer donc à faire face à toutes ces interruptions. Nous voulons également renforcer le rôle de leadership des femmes face à la COVID-19 en améliorant
la prise de décision et l'équilibre entre hommes et femmes dans cette prise de décision. Nous devons donc faire un hommage à toutes les femmes, à tout le personnel soignant féminin. Nous devons donc les aider pour qu'elles aient des conditions de vie dignes. Tous ensemble, en travaillant ensemble, nous pouvons créer un monde et un système de santé beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Nous avons écouté des personnalités politiques, des acteurs du monde économique et associatif, et nous avons pu comprendre à quel point le rôle des femmes était central de la ferme à la fourchette, mais aussi combien leur prise en compte était encore insuffisante dans les scénarios de réponse post-Covid-19. Des normes sociales discriminantes, des stéréotypes de genre, et d'importantes lacunes dans les données quantitatives et qualitatives disponibles subsistent. Et cela contribue à ce que l'intégration du genre au regard des enjeux évoqués reste insuffisante dans les politiques de développement agricole et rural de notre région. Fantastique. Alors maintenant, I'm sorry, I'm switching to English. Let's stick to English. Je vais maintenant passer au français. J'aimerais maintenant résumer les séances. Donc, je vais être la première. Je serai donc rapporteur. Et ensuite, je vais donner la parole à d'autres rapporteurs pour les autres séances qui ont eu lieu pendant cette semaine. Et je passerai après la parole aux autres rapporteurs. Nous pourrons avoir un résumé de ces journées. La première plénière a porté sur les femmes qui sont en première ligne de la COVID-19. Aujourd'hui, les femmes représentent 70%. Les femmes représentent aujourd'hui 70% du personnel sanitaire, mais elles sont sous-représentées dans les postes de leadership et dans les processus de prise de décision. 70% des postes des cadres dans le système sanitaire est sans doute important. Donc, le panel a conclu que nous ne pourrons jamais atteindre nos objectifs. Et donc, toutes les parties prenantes doivent travailler côte à côte. Surtout insister sur le rôle des femmes dans les parlements, les business et dans le monde du travail. Et finalement, il y a aussi il faut qu'il y ait aussi plus de données. Et il faut donc assurer la prise de décision inclusive. Du point de vue du Challenge Lab, nous devons donc investir davantage dans les femmes et soutenir l'accès des femmes entrepreneurs donc dans l'accès aux capacités pour que ce soit un vecteur de progrès dans la région MENA. En ce qui concerne la deuxième plénière, les femmes sont en première ligne de la lutte contre la pandémie aussi. Et conformément aux données actuelles, 240 millions de femmes de 15 à 49 ans ont fait l'objet de violences physiques réalisées. Et donc, la violence contre les hommes et les femmes tend à augmenter, y compris la pandémie. Depuis le confinement, des pays comme la Tunisie ont vu la violence qui augmente jusqu'à 5 fois. Cependant, d'autres pays ont vu une réduction dans les rapports. Voilà donc un résumé de nos panels.
Donc, et il faut dire qu'il y a ce problème de la violence domestique. Et il y a eu aussi une augmentation de la violence des femmes. Dans ce cadre, la Commission des femmes libanaises a mis en place un projet pour faire face à ce phénomène et aussi une campagne de sensibilisation en collaboration avec le ISF. La Commission a aussi inclus les femmes qui subissent la violence domestique. La Commission parvient aussi aux membres du Parlement pour que l'on puisse approuver la loi de protection des femmes dans le contexte de la violence familiale. Le bureau des régionales des femmes des États arabes a aussi élaboré un rapport à cet égard. Et c'est pour cette raison qu'il faut renforcer le partenariat avec d'autres secteurs, y compris les secteurs civils, les organisations de la société civile. Et il faut dire aussi que un grand nombre d'organisations de la société civile a mentionné que le travail a été très impacté par la pandémie de la COVID. Conformément à l'évaluation de l'UPM, 86% des femmes ont changé leurs habitudes. Elles utilisent maintenant davantage les plateformes numériques. 50% utilisent par exemple les applications mobiles. Les organisations de la société civile procurent des données qui ne sont pas basées sur la variable de genre. Les organisations de la société civile demandent plus de sensibilité intersectionnelle, transversale pour que les réfugiés, les femmes migrantes et les personnes déplacées soient compris dans les plans de déplacement face à la pandémie. Cependant, aujourd'hui, il y a encore cette question de l'équilibre et surtout dans la prise de décision. Donc, il faut que les réponses se fassent avec une participation beaucoup plus significative des femmes dans tous les processus de prise de décision et d'élaboration de politique. Les panélistes ont dit aussi que le rôle des femmes dans la société civile a été fondamental. Pendant les années 70, les femmes ont crié, ont dit que vraiment être une femme, ce ne doit pas être quelque chose d'enraciné dans le patriarcat, qu'il faut qu'il y ait une égalité dans les relations sociales. Donc les ONG, nous pensons qu'elles ont un rôle substantiel à jouer et qu'elles vont continuer à être vraiment très alertes par rapport à ce qui arrive. Nous voyons la radicalisation dans certains pays européens, comme par exemple la Hongrie et la Pologne. Et donc finalement, un projet a été lancé en 2015 par l'université Shabbat en collaboration avec les industriels turcs et d'autres associations. Pendant les 6 dernières années, plus de 60 entreprises se sont unies à ce projet et des milliers de femmes ont reçu des formations en égalité de compétences, ont reçu des formations spéciales pour reconnaître donc le problème les problèmes que les femmes subissent. Le rapport final fait référence au Challenge Lab sur la lutte contre la violence exercée contre les femmes dans un contexte de crise. Nous avons dit que la communauté est un des outils les plus puissants des mouvements anti-violence. La pandémie de la COVID-19 a montré certaines initiatives qui mobilisent les membres des communautés pour protéger les femmes face à la violence. Par exemple, en Espagne, il y a une initiative qui s'appelle Mascarilla 19. C'est la façon, donc, un code qui permet de mettre en place le protocole de sécurité si la violence est exercée contre une femme. Au Royaume-Uni, il y a le Say No More qui a un partenariat
partenariat avec la pharmacie Boots pour que les femmes disposent d'un espace de sécurité lorsqu'elles s'y rendent en cas de violence. C'est aussi une façon de pouvoir reporter donc les cas de violence domestique subis par les femmes. Nous avons aussi parlé donc de la possibilité de donner des technologies aux jeunes qui vivent dans les communautés les plus éloignées. Il y a par exemple hashtag anti-domestic violence qui a été utilisé en Chine parce que petit à petit, nous avons vu dans les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de rapports concernant la violence domestique. Grâce à ce hashtag, on dénonce ces cas de violence. En Australie, les personnes qui cherchent la protection peuvent s'inscrire en ligne. En Italie, il y a l'application Yupo qui permet les victimes d'alerter de leur situation de violence sans devoir appeler. En Espagne, Alerta COP, c'est un système donc de collaboration avec la police pour que les personnes en situation de risque puissent informer. En France, il y a les messages, les textos au 114 et l'appli AppL pour reporter des cas de violence et nutud.org qui a offert des formations généralisées sur la violence de genre. Et le prochain atelier aura lieu demain. Donc, beaucoup d'idées très intéressantes par rapport à ces deux laboratoires, ces deux Challenge Labs. Nous allons maintenant écouter la vidéo du deuxième groupe d'intervenants de haut niveau. Laura Martinez, présidente de l'Institut catalan des femmes, et Ahmed Wahil Jihen Bouhiba, qui est le secrétaire général de BusinessMed, et Blanca Moreno, qui est la responsable de CMI. La pandémie de la COVID-19 n'est pas seulement une crise économique et sociale et sanitaire. C'est une crise avec un impact différent pour les hommes et les femmes. Les femmes continuent à subir plus d'infections car les professions qui subissent surtout l'impact sont les professions les plus féminisées, surtout le secteur des soins. Le confinement des écoles a exigé plus de travail pour les femmes et dans les cas les plus graves, beaucoup de femmes qui se trouvaient dans une situation de violence domestique ont dû cohabiter avec leurs maltraiteurs. C'est une situation qui s'est produite non seulement en Catalogne, mais partout, parce que c'est un problème global, mondial. Il faut donc que nous partagions nos expériences et nous apprenions les uns des autres. Nous pourrons donc surmonter les futures menaces uniquement si nous investissons dans le renforcement des droits humains, l'égalité des chances et la durabilité. C'est pour cela que de la part de l'Institut catalan des femmes, nous voulons vous remercier de pouvoir participer à cette 5e conférence. Ascami, ici, la voix des entreprises méditerranéennes qui trouvent des opportunités dans tous les problèmes, dans chaque problème. Et la COVID-19 n'est pas une exception. Il faut dire que les systèmes d'inclsion financière à voie rapide pour pouvoir surmonter l'écart numérique qui a été créé par le confinement mondial a mené à la création de nouveaux emplois, surtout pour les femmes qui travaillent à la maison et donc qui peuvent occuper ces postes parfaitement. Grâce à la Commission européenne, qui est l'hôte de nos projets régionaux et transfrontaliers, plus de 50% des bénéficiaires sont en train de contribuer à dépasser donc tous ces challenges et en transformer les challenges en opportunités. Bonjour, soyez les bienvenus à ce forum. Je représente BusinessMed et concrètement son secrétaire général. BusinessMed est une organisation de plus de 20 pays membres de la région euro-méditerranéenne. C'est une association qui regroupe des employeurs ainsi que les représentants du secteur privé. Nous travaillons beaucoup sur la représentation des femmes dans le dialogue social et je vais en parler dans ma présentation.
Nous avons besoin de mesures très ciblées pour protéger les personnes les plus vulnérables. Sans doute, les femmes occupent ce rôle. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut que les mesures soient vraiment ciblées pour protéger les femmes, pour les aider à avoir accès au marché du travail. Fantastique. Bien, alors maintenant, nous allons écouter les différents rapporteurs, les rapporteurs des différentes sessions. J'aimerais d'abord inviter Rupa Dutt, qui est la directrice exécutive de Women in Global Health. Elle va être la rapporteure donc du leadership équitable dans le monde global. Rupa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'inviter à cette séance pour que je puisse partager un petit peu avec vous la séance si intéressante que nous avons eue. Je dois dire que nous nous sommes surtout centrés sur le secteur sanitaire et les femmes. Certaines des conclusions de notre rapport précédent parlaient de manque d'égalité, de déséquilibre, de compétences. Et nous pensons qu'il faut aussi tenir compte d'autres variables comme la classe et la race. Parfois, les femmes sont exclues, même si elles ont beaucoup de talent. Et donc, nous avons également identifié beaucoup de déficits par rapport à la couverture universelle sanitaire et les ODD. Et comme vous le savez, la prise de décision correspond encore aujourd'hui aux hommes, plus de 140 et quelques groupes de travail qui montrent que 85% des équipes de travail sont constituées dans les postes directifs, surtout par les hommes. Il s'agit de données vraiment qui nous montrent que les hommes continuent à occuper toutes les réponses, même si les femmes sont en première ligne. Presque 70% du personnel sanitaire et soignant est occupé par les femmes. Mais je dirais que même dans certains pays, ces chiffres dépassent 70% et représentent 90%. La COVID-19 a été beaucoup moins négative dans les pays dirigés par les femmes. C'est une autre chose que nous savons. Donc, il faut tenir compte de tous ces modèles. Et il y a différents facteurs qu'il faut considérer. Les facteurs individuels, les facteurs interpersonnels, les facteurs communautaires et les facteurs de politique publique. Au niveau individuel, il faut qu'il y ait des systèmes de mentorat et de patronat. Et il faut donc non seulement résoudre le problème des femmes, mais résoudre les problèmes des systèmes. Et il y a aussi de grands déficits politiques parce qu'il y a plus de 15 pays qui n'ont pas de législation sur le harcèlement contre les femmes. En tant que facteur institutionnel, il faut qu'il y ait un congé payé pour les hommes et pour les femmes, un congé de paternité, mais aussi un congé de maternité, évidemment. Quant au facteur communautaire, il faut nous assurer qu'il y ait une égalité de chance du leadership à tous les niveaux, niveau communautaire, niveau gouvernemental. Et finalement, en ce qui concerne les facteurs politiques, nous avons dit qu'il y a encore 90 pays dans le monde qui ont un droit de travail qui stéréotype les femmes. Donc, nous pensons qu'il faut se centrer sur 4 domaines. Jeter les bases de l'égalité des sexes, faire face aux normes et aux stéréotypes et lutter contre elles, créer des systèmes culturels en faveur des femmes et renforcer les femmes pour qu'elles puissent parvenir au changement dont elles ont besoin. Voilà donc les messages clés. Les intervenants ont été l'ambassadeur de la Finlande qui nous parlait d'écosystème et qui nous disait qu'il est critique d'avoir des politiques gouvernementales institutionnalisées pour qu'il y ait une égalité des sexes et qui nous disent aussi comment faire en sorte que les femmes soient protégées socialement, surtout lorsqu'elles doivent s'occuper principalement des enfants. Notre représentante de l'OMS du Maroc qui a parlé des aspects culturels qui sont aussi clés par rapport aux politiques existantes
Et vraiment, il faut non seulement se centrer sur les politiques, mais aussi sur la culture comme vecteur de transformation. Francesca Colombo, une représentante activiste de l'OCDE, qui nous a parlé des bénéfices économiques de l'égalité entre les sexes. Et donc pour que les femmes soient aussi dans le secteur formel du marché du travail, pour que les femmes ne soient pas seulement limitées au secteur informel. Andreas Schelling qui nous a parlé aussi de l'importance des partenariats, concrètement le partenariat avec l'UPM. Et finalement, Christiana Weskau, qui était de l'OIT, qui nous a parlé d'un marché de travail décent, digne, pour que le marché du travail se base sur des conditions décentes. Nous avons aussi eu la présence d'une leader du Liban, Dr Mirna, qui nous a parlé des différents types de leadership qui sont impactés par la crise. Et finalement, le rapport de Women in Global Health. Donc, il s'agit de transformer tout ça en action positive pour toutes nos femmes. Merci. Merci, parfait. Merci beaucoup, Rupa, pour ce résumé magnifique. J'aimerais maintenant inviter Mary-Chey Joanne Rodriguez, qui coordonne le programme d'égalité des chances à l'IEMED. Elle va être rapporteure de l'événement, donc pour construire une égalité juste pour les hommes et les femmes, comment les villes et les régions méditerranéennes peuvent lidérer tout ça. Mary-Chey, bienvenue. Bonjour à tous. Cet événement parallèle a réuni des femmes qui ont réfléchi sur des challenges communs par rapport à l'égalité des genres dans le scénario actuel complexe, tout en partageant des actions qui ont eu un impact positif pour combattre les effets négatifs de la pandémie. Les débats ont traité la question des inégalités dans tout l'espace euro-méditerranéen. C'est pourquoi nous avons besoin d'une agenda politique commune basée sur un réseau d'alliances, l'approche multiniveau est très importante parce que la diversité des différentes réalités requiert des réponses spécifiques qui puissent donner une réponse aux besoins des femmes et des filles, mais en même temps, ceci doit être renforcé par les accords transnationaux, par les acteurs internationaux. Les progrès après le processus de Barcelone ont été stoppés par la pandémie, ce qui a intensifié les inégalités de genre, et ceci a résulté dans l'apparition de différents types de violences d'une manière alarmante. Les disparités de genre sont devenues énormes, les rôles aussi, parce qu'en Méditerranée, comme ailleurs, les femmes surtout se sont occupées des travaux en première ligne pendant la pandémie. Nous avons souligné les vulnérabilités des femmes, les femmes migrantes, des femmes atteintes par des problèmes de santé mentale, etc. Les hommes plus que les femmes ont été en première ligne de la pandémie parce qu'elles ont été plus présentes dans ces secteurs plus exposés au virus. Le support des acteurs vulnérables doit être un objectif transversal dans les fonds de récupération proposés dans le contexte euro-méditerranéen. Les participants ont également mis l'accent sur le fait que la plus grande présence dans l'image de la COVID, cependant, n'est pas en pair avec la représentation politique pour lutter contre les inégalités de genre. Les participants se sont accordés pour dire que la participation des femmes dans tous les niveaux est clé. Les expériences partagées par certaines participantes ont montré que le fait d'avoir les femmes à la tête des mairies, par exemple, assure un tissu social plus égalitaire pour la région méditerranéenne. Cette approche doit être appliquée également à la coopération euro-méditerranéenne, à tous les programmes de coopération. Les réponses locales ont été présentées comme un moyen puissant pour garantir une transformation structurelle. La région euro-méditerranéenne en a besoin pour être plus inclusive et pour placer les citoyens au centre. En ce sens, une menace commune a été identifiée. C'est
où un fil commun, c'est le rôle important de la société civile. Elle doit être prise en considération dans la prise de décision après la COVID. La reconnaissance et l'appréciation de la société civile doit être traduite dans de vraies politiques qui puissent nous aider à renforcer et consolider les transformations initiées par ces organisations et individus qui ont été et continuent à être les vrais moteurs de changement. En ce sens, on a vu le contexte actuel comme un contexte d'opportunité afin de construire une Méditerranée plus équilibrée, basée sur des politiques sensibles au genre. La perspective du genre doit être transversale nécessairement dans tous les organismes de gouvernement et doit faire partie de tous les agendas communs. Et les mécanismes de suivi sont très importants. Tout le monde a été d'accord pour dire que des conférences comme celle-ci sont très importantes pour faire avancer les sociétés méditerranéennes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles permettent de partager des objectifs communs, l'établissement de réseaux locaux et régionaux étant pas indispensable pour atteindre ces objectifs. Nous devons mettre ensemble les initiatives, les propositions pour que ceci résulte dans une multiplication dans d'autres contextes, tout prenant en considération les spécificités de chaque ville ou région. Les expériences de villes de Barcelone, de Tunis, de Marseille, de régions comme la Catalogne, Lazio, parmi d'autres, a montré l'importance de l'implication de différents acteurs afin de pouvoir combattre les effets négatifs de la pandémie, mais en même temps pour pouvoir trouver des réponses transformatrices communes. Merci beaucoup. Merci à Meritel pour ce résumé si intéressant. Maintenant, j'invite les deux rapporteurs de l'événement parallèle de femmes entrepreneurs, Sarah et Marie, représentantes de Maroc, et la directrice exécutive de CDD de Tunisie. Sarah Wafa, vous avez la parole. La première femme marocaine à être nommée PDG d'une filiale d'un groupe bancaire marocain. Alors, un échange assez inspirant et très constructif où nous avons évoqué plusieurs sujets. Mais avant mon invité, Madame Khemlechi a partagé avec nous son chemin vers la réussite qui a démarré par un parcours académique en France. Ensuite, elle est revenue au Maroc et a commencé son parcours professionnel en tant que chargée de fonds de commerce, puis directrice d'agence bancaire et a enchaîné plusieurs postes à responsabilité avant de devenir PDG de Wafa Cash, donc filiale bancaire. Madame Khemlechi nous a aussi clairement fait comprendre que le leadership, la prise de décision ainsi que la force de persuasion ne sont plus les caractéristiques de la gente masculine. Comme vous savez, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, y compris au Maroc, les femmes participent fortement à la croissance économique. L'évidence est là, nous l'avons constaté avec l'application des pouvoirs publics de plusieurs pays qui désormais inscrivent l'entrepreneuriat et le leadership féminin dans leur agenda de politique économique. D'autant plus que l'intérêt économique, une question sociétale, à savoir celle des inégalités hommes-femmes, qui se pose toujours avec persistance. Et c'est d'ailleurs le deuxième sujet que j'ai abordé avec Madame Khemlechi, qui, pendant ma discussion avec elle, nous a clairement fait comprendre encore une fois que l'égalité des chances et le marché du travail, le constat est clair en matière d'équité salariale. Tous les indicateurs du royaume sont toujours dans le rouge et les signes de progrès ne se manifestent pas. Cependant, les femmes sont encore sous-représentées dans les positions dirigeantes, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Maintenant, une réalité se confirme. D'année en année, plusieurs femmes marocaines ont confirmé leur mérite et leur leadership dans plusieurs domaines. La deuxième partie de mon interview avec Madame Khemlechi a abordé justement le sujet de la crise sanitaire qui a touché le Maroc en mars dernier. Comme le reste du monde, nous avons tous été contraints à rester chez nous, confinés pendant plusieurs semaines. Madame Khemlechi a partagé avec nous ses premières décisions face à cette situation d'urgence et les mesures qu'elle a mises en place avec son comité pour surmonter cette crise, tout en s'assurant de la sécurité mentale et physique de son équipe qui, en grande partie, ont continué à servir leurs clients pendant la crise sanitaire au Maroc, mais également dans d'autres pays africains où Wafa Cash est implémenté. Enfin, cette discussion, elle a été très riche en expériences et en anecdotes. Elle nous a confirmé que le leadership féminin est toujours en mouvement. Les femmes ont confiance en elles, elles avancent, quitte à arracher ce qui leur revient de droit, à savoir la reconnaissance
sociale. J'espère, à travers ma discussion avec Madame Samira Khemlichi, femme marocaine, africaine, leader, inspirer davantage les femmes et leur donner envie de se dépasser et de suivre le même chemin sans hésiter à prendre les risques. Donc, voici un résumé de ma session et j'ai eu l'honneur de modérer et sans tarder, je passe la parole à ma collègue, Madame Wafa Mahlouf, directrice exécutive de Site Tunisia. Super. Wafa. Merci beaucoup Sarah, merci à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de participer et de valoriser le travail du site Global en général et le site tunisien en particulier, et ce grâce au partenariat avec l'UPM dans le programme We Inspire. Et nous espérons que ce programme continue dans les années à venir, puisque, comme vous l'avez bien constaté lors de la session du vendredi 16 novembre, les femmes entrepreneurs face à la Covid, et grâce au témoignage de 3 femmes entrepreneurs CIDR, Sondes Banouri, Madame Menel Taïf Kanzari et Inès Tmimi. La formation, l'accompagnement et le networking, ces 3 piliers étaient très utiles et ont permis à nos femmes entrepreneurs de résister et de sortir encore plus fortes. Leur témoignage a mis l'accent sur l'importance de ces 3 ingrédients pour faire face à cette crise. Sondes, qui opère dans le secteur de collecte et recyclage de déchets sanitaires considérés comme dangereux, Menel, qui opère dans le secteur de la communication, et puis Inès, qui elle aussi opère dans le secteur de collecte et recyclage, mais de déchets électroniques. Ces 3 femmes, chacune à sa manière, a résisté et est sortie plus forte de cette crise Covid-19. Et ce, grâce au sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, qui se trouve être le site pour ces 3 femmes. Le site, pendant ces moments de panique, était là pour assister, rassurer, guider et surtout apporter des réponses à des questions en relation avec les mesures mises en place par le gouvernement, par exemple. Donc, le partage est une valeur que nos 3 entrepreneurs ont adoptée comme devise pour continuer le combat et rester la tête haute pendant ces moments difficiles. Elles ont chacune à sa manière trouvé le moyen de continuer, mais avant tout, elles ont privilégié la santé de leurs collaborateurs et rendre l'humain au centre de leurs priorités. Donc, elles ont renforcé les mesures sanitaires au sein de leurs entreprises. Elles ont aussi compris que c'est important de ne pas rester seules et ont choisi de faire partie de plusieurs programmes pour garder le cap et venir en aide à d'autres entrepreneurs qui se trouvent en difficulté. Donc, leur implication dans le programme tel que We Inspire, soit en tant que bénéficiaire, soit en tant que coach ou même mentor, leur a permis de surmonter leurs problèmes et de garder espoir. J'espère que le témoignage de ces 3 femmes nous a éclairé un peu et je vous remercie encore une fois et je passe la main à Aurélie. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour ce super résumé. Je vais changer à anglais, pardon. And I would love to welcome our next. Et j'aimerais passer la parole à notre prochain rapporteur de la séance, le secteur agricole, les zones rurales et la Covid, Jasmine Djegihat, responsable des communications et des publications de SIHAM. Bienvenue. Nous vous écoutons. Bonjour. Merci Aurélie. Je vais parler en français. L'Union pour la Méditerranée, vraiment pour la qualité de la conférence et la richesse des interventions et des échanges. Et aussi au nom un peu de la communauté agricole, au nom de celles et ceux qui travaillent pour notre sécurité alimentaire ou pour le développement rural, nous remercions vraiment l'Union pour la Méditerranée d'avoir donné sa place à des sujets aussi essentiels durant cette conférence. Alors, durant notre side event qui a duré 3 heures, qui a fait intervenir des ministres, des institutionnels, mais aussi des acteurs en provenance de la société civile et des universités, nous nous sommes demandé comment la crise était en train de toucher spécifiquement les femmes dans les secteurs agroalimentaires et dans les zones rurales. Et aussi quelles mesures pouvaient être aujourd'hui soutenues pour répondre au mieux à des problèmes qui s'aggravent ou qui émergent. Alors,
Quels sont les principaux enseignements, les recommandations ou voies à suivre? Tout d'abord, ce Side Event il nous a permis de rappeler l'importance des secteurs agricoles et alimentaires. Parfois, nos manquements face à des systèmes qui nécessitent vraiment d'être repensés pour plus de durabilité et d'équité. Il a été aussi rappelé que la crise sanitaire provoquée par le Covid, elle est aussi en mesure de dégénérer en crise alimentaire. Et ça, c'est une information qui doit retenir toute notre attention. Ce Side Event, il nous a montré à quel point les femmes étaient en première ligne de ces métiers agricoles, dans la production, dans la transformation, dans la distribution. C'est un rôle essentiel à notre sécurité alimentaire et qui les a malheureusement fortement exposés aux risques. C'est un rôle aussi finalement qu'on connaît assez peu parce qu'il est mal évalué, faute de données disponibles. Nous avons vu que dans les zones rurales, les femmes ont un moindre accès à l'éducation, à la santé, au système de protection sociale. Et malheureusement, en cas de crise, cet accès il est encore plus compromis. Alors, très vite, dans nos discussions, il est clairement ressorti que ces femmes qui étaient spécifiquement plus impactées, nous nous sommes posé cette question. De quoi toutes ces externalités négatives, plus marquées dans les zones rurales, sont-elles le nom? En réalité, elles sont simplement liées à des inégalités qui existent déjà. Des inégalités de genre, mais aussi des inégalités de développement entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc l'intersectionnalité, elle a été le fil rouge un petit peu de nos discussions hier. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la crise, ou en tout cas les conséquences de la crise du Covid sur les femmes, elles ne peuvent pas être appréhendées uniquement de manière isolée, mais de manière holistique. Alors, heureusement, la situation n'est pas si dramatique. Nos intervenants ils nous ont donné des raisons sérieuses d'espérer. Et ils nous ont quelque part tracé une véritable feuille de route pour la coopération et le développement. Une feuille de route qui repose peut-être en 3 axes. Investir dans les technologies et les innovations, repenser les mécanismes de représentation et de participation, et enfin transformer les solutions d'urgence en politique pérenne. Alors, pourquoi investir dans les technologies et les innovations, par exemple? On a vu que les téléphones portables, les connexions Internet, elles ont été indispensables pour assurer la poursuite des activités, pour étudier ou pour se former pendant le Covid. Alors, entre les mains de ces femmes, ces téléphones, ces ordinateurs, ce sont devenus des armes de production massive et qui ont été au service de leur autonomisation. Elles ont pu développer, transformer leurs activités et notamment via des plateformes de vente sans intermédiaire ou de e-commerce. Elles ont pu suivre des formes à distance, elles ont pu mieux s'informer de leurs droits et même parfois bénéficier de protection sociale grâce à des applications Covid qui étaient créées pendant la crise. Alors, améliorer l'accessibilité à ces technologies de manière à combler le digital gap, ça doit être réévalué en profondeur et vraiment faire l'objet d'investissements massifs dans les zones rurales. Alors, outre les innovations technologiques, nous avons aussi parlé des innovations sociales et économiques, celles qui vont mobiliser des mécanismes hybrides, des solutions agiles, des approches bottom-up qui ont été déployées à ce jour en faveur de la femme rurale. Et il y a aujourd'hui une nouvelle génération de corps intermédiaires, ce sont des agrégateurs qui sont implantés localement, qui sont issus de la société civile ou du monde de l'entrepreneuriat et qui peuvent vraiment nous aider à réinventer un modus operandi pour mieux coordonner et plus efficient sur le terrain. Alors, il y a l'autre point qui était repenser les mécanismes de représentation et de participation. Il y a aujourd'hui une nécessité de remettre à plat les modèles de participation et de prise de décision. Tous nos panélistes nous ont expliqué que pour être en phase avec la réalité de ces femmes, il était impératif de les associer le plus en amont possible et tout le long du cycle des projets. Ça paraît une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. La démarche participative et la représentation de ces femmes rurales, elle doit être vraiment au cœur des solutions post-Covid. Les mieux placées pour connaître leurs forces, leurs besoins, en particulier pendant les crises du Covid, ce sont les femmes elles-mêmes. C'est vrai que les processus peuvent être longs, ils peuvent être sinueux, en particulier lorsqu'on parle de populations qui vivent déjà dans des zones fragiles, enclavées, mais ne pas les associer, c'est vraiment un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Pour ces 2 axes, bien évidemment, les pouvoirs publics et les acteurs de la coopération et du développement ont un rôle majeur à jouer. En assurant d'une part la disponibilité des données et des analyses, ventilées par sexe bien sûr, en appuyant des mesures pour l'égalité d'accès aux ressources productives, favoriser l'accès aux services financiers,
au marché en ciblant les activités économiques des femmes rurales en tant que productrices, en tant que transformatrices, en tant que commerçantes, entrepreneuses, ou encore tout simplement en investissant dans le leadership de ces femmes rurales, les pouvoirs publics et les organisations, elles peuvent permettre de sérieuses avancées. Enfin, il y avait le troisième axe qui est celui de transformer les solutions d'urgence en politique pérenne. De nombreuses mesures d'urgence ont été mises en œuvre pendant la période du Covid en faveur de ces femmes dans les zones rurales et dans les secteurs agricoles. La couverture santé, la couverture sociale a été élargie, elle a été facilitée. Des aides financières et économiques ont été fournies. La digitalisation, je vais y arriver, de certains services a été rendue possible. Tout cela doit se pérenniser et conduire véritablement à un changement systémique. En situation d'urgence, nous avons su travailler ensemble, les ONG, les entreprises, les autorités locales. Alors faisons que ces modes de collaboration perdurent et se renforcent. Travaillons avec ceux qui peuvent interconnecter les écosystèmes, loin de postures d'égo-système, qui parfois demeurent malheureusement. Alors travaillons ensemble avec ceux qui savent faire mieux, avec moins et beaucoup plus vite. Nous avons partagé les vidéos de ces partenaires que nous avons fait intervenir hier sur la plateforme. Je vous encourage vraiment à aller les voir. Et enfin, les alliances, qu'elles soient interinstitutionnelles, publiques-privées, pour répondre à l'urgence des besoins, doivent nous conduire à formaliser vraiment une coopération régionale renouvelée, plus inclusive et plus équitable, non seulement pas pour les femmes, mais aussi pour des territoires les plus fragiles et parfois marginalisés. Alors on dit en France, à quelque chose malheur est bon, faisons que cette crise soit celle de l'ancien monde et qu'elle ouvre la voie à de nouveaux paradigmes pour cette Méditerranée positive, apaisée, que nous appelons de nos voeux. Je vous remercie. Merci beaucoup, fantastique. Merci pour ce résumé du CIAM. I will switch to English. I will welcome the last rapporteur. Maintenant, je passe la parole à notre dernier rapporteur pour la séance, le rôle des jeunes pour la lutte contre les stéréotypes dans le secteur audiovisuel. J'accueille Amel Saïdan, qui est CE et cofondatrice de BETAQ. Amel, bienvenue. Merci beaucoup, Aurélie. Dans notre séance, nous avons sur la lutte contre les stéréotypes de genre dans le secteur audiovisuel. Nous l'avons tenu ce matin et nous avons parlé en trois tables, différentes perspectives sur la lutte contre les stéréotypes dans les médias. Dans la première séance, son ambassadrice Maloudia a souligné l'importance des stéréotypes autour des généralisations, autour des identités, ce qui reflète les dominances masculines. Elle a dit que ce sont des valeurs et des attitudes qui contribuent aux inégalités. Ensuite, nous avons vu parler du progrès que nous avons vu récemment dans le domaine régional stratégique, mais elle dit que c'est du progrès, effectivement, mais ce n'est pas une vraie égalité. Il reste un écart qui est renforcé aussi par les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et elle nous a invités à faire attention particulière à ce domaine. Elle nous a également invités, elle a invité les jeunes générations pour lutter contre les stéréotypes. La première séance a porté sur la compréhension des stéréotypes et leur impact sur la société. Nos oratrices ont souligné l'importance des images dans le cinéma, la représentation des femmes. Les sociétés reflètent une image parfaite de la société, mais non pas l'image réelle de la société. Elle a également parlé de la représentation des femmes, des corps des femmes. La pornographie est un autre sujet qu'elle a mentionné. Et elle a parlé aussi des nouvelles expériences des jeunes par rapport aux images. Elle a parlé également du besoin de l'éducation à l'image et à la consommation de l'image de notre région et dans le monde général. Séverine a parlé de l'importance des images, des représentations des hommes et des femmes. Elle a parlé de comment nous définissons l'acceptabilité des images. La
Dans la deuxième table, nous avons parlé de la représentation des femmes dans les médias audiovisuels et les messages qui sont transmis à la société en général. Julia Hahn nous a parlé de la faible représentation des femmes dans les médias et du besoin de nouvelles histoires, de nouveaux récits. La nouvelle représentation des femmes qui soient perçues comme des analystes, des porte-paroles. Et elle a parlé des stéréotypes comme une manière de simplifier les concepts. Et l'impact de cela sur la manière dont nous nous voyons consciemment et inconsciemment. Et puis la manière dont nous commençons à mettre en question notre représentation. Elle a invité les acteurs médiatiques à jouer un rôle important pour démarrer un nouveau récit, pour expliquer de nouvelles histoires sur les femmes. Et elle a également appelé pour la solidarité parmi les femmes actives dans le secteur audiovisuel. Rania d'Égypte a parlé du besoin des échanges, parce que les récits et les images des femmes ont été définis par des agendas politiques. Et donc, il est important de voir la réalité sur le terrain. Elle a parlé également du rôle de la diaspora arabe quand il s'agit d'expliquer les histoires des réalités. Et dans la dernière séance sur le besoin d'améliorer le potentiel des médias et l'autonomisation des femmes dans le secteur de visuel, notre représentante de la Jordanie a parlé des femmes qui ont été harcelées dans les médias pendant la campagne parlementaire. 43% des candidates femmes ont été harcelées sur Internet. Elle a parlé également de la mobilité des femmes qui souhaitent avoir une carrière dans le domaine médiatique. Ensuite, les écarts de salaire qui existent aussi dans ce secteur des médias. Et ceci doit être combattu. L'importance de la manière dont les femmes se représentent elles-mêmes. C'est un sujet important sur Internet aussi. Nous avons besoin de lois pour criminaliser les abus. Et puis, Francesca Muccio, une activiste d'Albanie, a montré le rapport entre les médias et les technologies aujourd'hui. Les principaux médias aujourd'hui, c'est des plateformes numériques. Et donc, si nous regardons la technologie et les médias, c'est un espace qui est dominé par les hommes complètement. Nous devons augmenter la pression sur les décideurs politiques. Et puis, nous avons mis l'accent sur l'éducation pour attirer davantage de femmes, la participation des jeunes dans les politiques, et puis aussi l'importance de la coordination. Tous les orateurs, les modérateurs ont dit que nous devons travailler pour avoir plus de femmes dans des postes de leadership. Et Thomas Fock, le directeur du programme régional pour la Méditerranée du Sud, en a parlé aussi. Dans la région MENA, le pourcentage de femmes qui ont des postes de responsabilité est très faible. Et bien sûr, nous devons lutter contre cela, y compris les hommes. Tout le monde a une responsabilité dans cette lutte. Merci, Amel. Merci à tous les rapporteurs pour votre travail excellent, pour avoir résumé 4 jours de conversation. C'était vraiment très bien. Je vais vous dire au revoir, mais ce n'est pas la fin. Je vais partager maintenant quelques instructions concernant la plateforme. Ensuite, on vous a envoyé une enquête de satisfaction à travers votre mail. Toutes les vidéos seront disponibles sur la plateforme pendant 1 mois. Et donc, vous pouvez vous connecter autant que vous le souhaiterez et chercher toutes les informations dont vous aurez besoin. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous accompagner pendant cette conférence. Je vais vous dire au revoir. Et maintenant, je vais passer la parole à l'ambassadeur, Dr Malisa Varoudia,
directrice générale adjointe pour les affaires sociales et civiles de l'Union pour la Méditerranée, pour le discours de clôture. Merci et au revoir. Excellences, participants, mesdames et messieurs, chers collègues, nous avons partagé nos visions. Nous avons discuté ensemble en ligne pendant une semaine. C'était une semaine fantastique pour trouver des solutions meilleures pour l'égalité des genres. L'autonomisation des femmes, ensuite augmenter la participation économique des femmes, mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, la lutte contre les stéréotypes sexistes, le rôle des femmes dans la pandémie de la COVID-19 et puis le leadership des femmes, ensuite le secteur agricole, l'entrepreneuriat des femmes et garantir des sociétés en sécurité pour les femmes. Voilà, donc des sujets très importants qui font partie de notre quotidien. Nous avons partagé beaucoup d'expériences, nous avons tiré beaucoup de leçons pendant cette conférence de haut niveau. Tout ceci nous rapproche de toute une pléthore de challenges. Nous allons poursuivre avec une très grande détermination afin d'accélérer l'égalité des genres dans notre société. La COVID-19 a eu un impact très fort sur la vie de tout le monde, dans tous les secteurs imaginables au niveau global. Il y a 2 ans, nous nous sommes réunis dans le cadre de cette conférence de manière physique à Lisbonne. Mais grâce à tous vos efforts, à votre dévouement, à votre travail, à votre professionnalité et à votre engagement, nous sommes parvenus à organiser cette conférence de haut niveau à grande échelle, ensemble, en format en ligne, avec cette distance physique, mais avec une connexion sociale très proche. Je tiens à remercier, à féliciter vous tous pour avoir organisé et participé à cette séance de cette conférence. Cette édition sera toujours une édition dont nous allons nous souvenir pour longtemps. Je tiens à féliciter les organisateurs. Nous allons continuer à vous fournir l'espace pour la discussion. Pendant ces moments si difficiles, l'organisation de la conférence de cette année n'aurait pas été possible sans l'engagement de tous nos partenaires. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude profonde pour le gouvernement suédois pour son support constant à l'agenda de l'UPM. Les initiatives, les plans, surtout dans le secteur de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Mes remerciements sont également adressés à tous les partenaires, UN Women, l'OMS, CIHAP, CID, la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, la ville de Barcelone, la Généralitat de Catalogne, Smart City et les médias qui ont couvert tous nos événements. Je suis vraiment enchantée d'avoir constaté que vous avez tous participé activement à ce congrès. Et ceci montre la vitalité de notre coopération. Vous avez été invités à participer d'une manière ou d'une autre et vous l'avez fait. Vous avez répondu d'une manière extraordinaire. Nous avons tous parlé d'une seule voix, la voix de la coopération régionale pour l'autonomisation des femmes. Nous avons exploré les différentes manières pour atteindre les résultats que nous souhaitons. Tout ceci à travers une représentation diversifiée. Et ceci constitue un pas en avant vers notre objectif. La 5e conférence des femmes n'aurait pas eu ce succès sans la participation de vous tous. Les représentants de haut niveau des États membres de l'Union pour la Méditerranée,
les institutions régionales et internationales, le secteur privé et la société, les organisations de la société civile. La participation de toutes les parties prenantes qui travaillent dans le domaine de l'autonomisation des femmes a illustré l'importance de l'approche multisectorielle de l'UPEM et de la géométrie variable. Vos interventions, vos histoires, votre expertise ont enrichi immensément cette conférence. Je suis sûre que les discussions de cette semaine seront très utiles pour informer les actions futures qui vont inspirer de nouvelles politiques, de nouvelles initiatives et de nouveaux projets pour autonomiser les femmes autour de toutes ces questions. Bref, les principales leçons de cette conférence sont les suivantes. Les femmes ont été le plus impactées par la pandémie. Leurs voix et leurs expériences doivent être écoutées et incluses dans les organismes de prise de décision. Toute notre expertise et toutes nos ressources doivent être rassemblées pour nous assurer que les femmes ne sont plus des victimes et ne sont plus sous-représentées et qu'elles deviennent vraiment des catalyseurs pour rompre le toit en verre. Nous avons de nouveaux challenges, des possibilités positives et ceci doit nous mener vers des solutions innovantes. Nous devons atteindre un progrès éducationnel et nous devons accélérer donc l'égalité des genres. L'égalité des genres n'est pas seulement un droit humain essentiel, mais une indication importante du développement de nos sociétés. L'autonomisation des femmes est la condition préalable pour avoir des sociétés durables. Lorsque les hommes et les femmes sont dans un même pied d'égalité dans toutes les sphères de la vie, nous allons connaître le vrai sens de l'égalité des genres. L'Union pour la Méditerranée a toujours placé l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres au centre de son agenda. L'UPM continuera à travailler pour cette priorité stratégique. En conclusion, j'aimerais remercier le personnel de l'UPM qui a travaillé énormément derrière les scènes pour organiser les questions logistiques, technologiques, pour faire que cet événement ait été possible. Finalement, mais tout aussi important, j'exprime toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à ma petite mais excellente équipe pour leur énergie, flexibilité et dévouement pour organiser cette conférence en ligne. Et en plus, je remercie mon équipe pour sa persistance, sa détermination pour améliorer la situation de la femme dans la région. Merci à tous et à toutes. C'était vraiment un plaisir de vous avoir pour cette conférence de l'Union pour la Méditerranée 2020.